Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus à cette conférence proposée par l'association Cartel et conjointement avec le Master Machini dans le cadre de l'exposition Son de rêve à la BU Centrale et ainsi qu'à la BU de musique de l'Université Rennes 2. Cette conférence s'inscrit dans toutes nos programmations qui donc accueillera également une conférence de Marie-Barbara Leconidec et de Tristan Jézéquel, les respectivement lundi 11 avril, également sur le campus de Villejean, et mercredi 13 avril, dans le même amphithéâtre. Espérons que vous pourrez venir. Nous accueillons ce soir Vincent Morel, donc salarié de l'association d'Astume, qui a grandement participé à la réalisation de cette exposition en permettant notamment la diffusion de sons et d'enregistrements de leur base de données, dont Vincent Morel va nous parler juste après mon petit discours. Donc, encore une fois, un grand merci d'être venu, un grand merci de participer et un grand merci d'avoir permis à notre exposition de pouvoir faire entendre des sons collectés et enregistrés grâce à l'association d'Astume. La conférence va se découper en deux temps. Un premier temps de présentation sur Astume Média animé par Vincent Morel et un temps d'échange et de questions à la toute fin, avec la présentation des différents supports proposés papier par l'Astume. Je vous remercie et à vous la parole. Merci. Bonjour, merci aux courageux d'être là. Alors juste pour commencer, peut-être le mot conférence est un petit peu, très simplement, c'est plus une présentation que je vais vous faire de l'association d'Astume. Et puis voilà, quand j'ai rencontré certains d'entre vous qui sont venus présenter le projet, donc j'avais proposé ça, si ça vous intéressait de mieux connaître l'association d'Astume dans le cadre de la programmation de l'expo, là ça me paraissait intéressant, donc ravi que la proposition vous ait intéressé. Alors effectivement, le sujet est quand même très proche de l'exposition puisqu'il s'agit de la captation et de la transmission des traditions orales en général. Donc je vais vous présenter d'abord un petit peu qu'est-ce que c'est l'Astume, l'historique de l'association, l'historique de tout le mouvement de collecte que ça représente, qui est très vaste et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je terminerai simplement par la petite présentation de l'outil d'Astume Média. Donc, selon les publics, j'adapte un petit peu la présentation. Vous, je pense que vous êtes d'une génération qui est assez à l'aise avec l'outil informatique. Il n'y aura pas besoin forcément d'y passer trop de temps. Quelquefois, c'est l'inverse. Voilà. Donc, je vous ferai, pour finir, une petite présentation rapide de l'outil d'Astume Média et de ce qu'on peut y trouver. Puis on fera quelques écoutes pour le plaisir. Après, ce ne sera pas une sélection d'écoutes très structurée, très organisée, très représentative, parce que le matériau est immense, donc ce sera plus des petits coups de cœur ou des choses auxquelles j'ai pensé comme ça, avec quelques liens avec ce que vous avez fait. Voilà. Donc pour commencer, l'association d'Astume, le mot d'Astume, c'est un mot en breton qui veut dire recueillir. Recueillir, collecter, récolter. C'est donc une association loi 1901 qui va fêter ses 50 ans cette année, donc créée en 1972. Et donc les trois grands axes que s'est donné l'association depuis le départ, c'est le grand triptyque un petit peu qui permet de décrire l'ensemble de l'action de l'association. C'est donc collecter, sauvegarder et transmettre le patrimoine oral de Bretagne. Donc collecter, sauvegarder, transmettre le patrimoine oral, les traditions orales. Donc deux mots peut-être un petit peu quand même avant d'entrer dans l'historique, deux mots sur qu'est-ce qu'on appelle les traditions orales, le patrimoine oral, parce que les musiques traditionnelles, les traditions, c'est des choses, c'est des mots qui circulent beaucoup et je ne suis pas sûr que tout le monde mette les mêmes choses derrière, surtout quand on parle de la musique bretonne, la musique traditionnelle, la musique populaire, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je ne vais pas vous faire des grandes définitions théoriques, mais je vais juste vous dire comment moi j'utilise le terme. Donc quand moi je parle de chansons traditionnelles ou de musique traditionnelle, pour moi ça veut dire des chansons ou des musiques qui se sont transmises oralement sur un temps long. Transmises oralement ou essentiellement oralement sur un temps long. Alors pourquoi? Parce que c'est ce phénomène de la transmission orale et de la durée qui donne ces caractéristiques principales à ces musiques-là pour moi.
Enfin, pas seulement pour moi, mais voilà, après on peut avoir plein d'autres critères de définition, mais pour moi c'est ceux-là qui sont centraux. Des chansons ou des musiques, ça peut s'appliquer à d'autres domaines aussi bien sûr, qui se sont transmis oralement sur un temps long, finissent par, assez vite quelquefois, se transformer, prendre des formes différentes, il y a de la variation qui se crée, et ça donne le résultat qui est qu'on a plusieurs versions différentes d'une même chanson, plusieurs versions différentes d'un même air instrumental, etc. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques fortes. Après, quand on parle de musique populaire, on pourrait parler de... Quand on parle de musique bretonne, quelquefois il y a des mélanges. En fait, si vous pensez à une chanson qui a été composée récemment, par exemple, dans les années 80, par exemple, même dans les années 50, et qui est devenue très populaire, pardon. Prenons l'exemple d'une chanson de Georges Brassens, par exemple. Même si elle est très populaire, même si beaucoup de gens s'en sont saisis, la pratiquent, la chantent, etc., ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peu de transmission orale, en réalité, au sens où moi je l'entends, parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, a entendu la version originale, parce qu'on est dans la société médiatique. Quoi. La télé, la radio, le disque, tout le monde, à un moment donné ou à un autre, aura pu corriger ce qu'il a entendu par la version originale. Ce qui fait que la chanson peut être diffusée des millions de fois, tout le monde a une référence commune. C'est tout à fait différent quand on est dans la tradition orale, c'est-à-dire qu'une chanson qui est née au XVe siècle, elle va se diffuser, la personne qui l'aura créée va la chanter devant un public beaucoup plus restreint, et chaque personne va à son tour en devenir porteur, chaque personne qui aura envie de le faire, bien sûr, va l'avoir apprise essentiellement oralement et va la retransmettre, et ça va créer une sorte d'arbre généalogique comme ça, une sorte d'arborescence, et à chaque transmission, il peut y avoir variation. Pas obligatoirement, ça va dépendre, mais il peut y avoir des variations quelquefois assez fortes. Alors pour illustrer ça, je donne toujours cet exemple-là. Pendant pas mal d'années, j'ai animé des ateliers de chant traditionnels comme ça. Et donc le principe, c'est que je chantais la chanson aux gens, et puis les gens la répétaient. On fait du chant à répondre, vous savez, le meneur qui chante et les autres qui répètent. Et puis après, dès qu'ils l'avaient un petit peu intégré, je les faisais travailler sur le premier couplet simplement, donc ils devaient mémoriser le premier couplet et mener chacun leur tour. Et c'était très intéressant parce qu'on se rendait compte qu'avec des groupes réguliers que je voyais toutes les semaines, il y a des gens qui ont l'oreille assez exacte, que j'appelle un peu magnétophone, et donc qui reproduisaient fidèlement ce qu'ils entendaient sans le transformer, et d'autres qui systématiquement transformaient ce qu'ils venaient d'entendre, mais sans s'en rendre compte. Donc ils créaient en une seule transmission, comme ça ils créaient une nouvelle version. Et ça, c'est vraiment le phénomène de la transmission orale. Alors, donc voilà, à l'échelle d'une seule transmission, ça pouvait déjà varier considérablement. Hein, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont musiciens, moi je ne le suis pas, mais des gens qui entendent des airs majeurs, qui les remettent systématiquement en mineur, par exemple, ou contraire, ou d'autres formes de transformation, ou des transformations rythmiques, ou des transformations sur les paroles. Et quelquefois, vous savez, il suffit de changer une note un peu pivot, une note clé, pour que la mélodie prenne une toute autre direction après. Mais certains de ces gens-là donc, faisaient des transformations qui tenaient très bien la route, qui retombaient bien sur ses pieds, etc. Donc, j'expliquais toujours aux gens, ben, c'est très bien, ça c'est une transformation, c'est typique de la tradition orale, c'est ça la tradition orale. Et on a affaire à une sorte de résistance dans le monde d'aujourd'hui qui est que les gens me disaient toujours « Ah bah oui, mais j'ai pas bon parce que j'ai pas fait comme toi ». Donc, on est dans le modèle scolaire, hein, dans le modèle dominant qui est le modèle scolaire, qui est qu'il y a une vérité qui est énoncée et puis il y a des élèves qui doivent répéter. S'ils font la même chose, c'est bon. S'ils font quelque chose de différent, c'est faux, c'est mauvais. Voilà. Dans la tradition orale, dans les siècles précédents, où la tradition orale était un phénomène très fort, c'est très différent. Les choses qu'on reçoit et qu'on s'approprie et qu'on retransmet, dans le domaine de la chanson, de la musique, etc., peuvent être transformées du moment qu'elles fonctionnent et du moment qu'elles peuvent servir à quelque chose. Donc si c'est de la danse, du moment que ça respecte bien le fonctionnement de la danse, il n'y a pas de problème. Si c'est des chansons pour marcher, du moment que ça permet de marcher, il n'y a pas de problème. Si c'est une mélodie à écouter, du moment que la mélodie est jolie à entendre, il n'y a pas de problème. Et les gens pouvaient transformer des choses, et la plupart du temps, inconsciemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, les traditions orales, c'est ça. Donc, d'Astune, collecter, sauvegarder, transmettre les traditions orales. Alors, pourquoi collecter, sauvegarder, transmettre, du coup, on peut se poser la question. Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné de l'histoire, alors à plusieurs moments, hein, en réalité, c'est pas aussi simple que ça, mais à un moment donné de l'histoire, des gens se sont aperçus que il y avait entre guillemets, on va dire, dans le peuple, dans les populations rurales analphabètes, donc dès le 19e siècle,
des gens se sont analphabètes en grande partie, évidemment, c'est pas monolithique, des gens se sont aperçus qu'il y avait dans le peuple une culture qui valait la peine qu'on s'y intéresse. Alors pourquoi je présente des choses comme ça? Parce que pendant très longtemps, les élites sociales ont eu tendance à mépriser ou à considérer que le peuple n'avait pas de culture. Et il y a tout le mouvement du romantisme au XIXe siècle, ça commence dans d'autres pays d'Europe, et puis ça arrive en Bretagne, une prise de conscience tout à coup que dans le peuple, il y a des récits, des contes merveilleux, des récits très anciens, des complaintes, des ballades très anciennes qui racontent des faits historiques, etc. C'est par ce biais-là que les érudits vont s'intéresser à la chose. Donc au XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle les folkloristes. Les folkloristes, vous avez entendu ce terme-là, je pense, hein, qui vont s'intéresser à ça, qui vont commencer à recueillir ça. Alors je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps va passer trop vite sinon. Donc première prise de conscience dès le XIXe siècle, et puis une grosse révélation au milieu du XIXe siècle en Bretagne avec la publication du Barzaz-Brez. Donc ça, vous avez dû en entendre parler, le Barzaz-Brez, publié par Ersart, vous l'avez marqué. Ça va faire un déclencheur un petit peu, un effet déclencheur qui va faire que beaucoup d'autres gens, dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle, vont s'intéresser à faire la même chose, aller voir les gens dans les campagnes, recueillir les contes, les chansons, les noter, etc. Toute la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a un gros mouvement de collecte et d'intérêt pour ce qu'on appelle donc le folklore, le savoir du peuple. Hein, à l'époque, le mot n'a pas de connotation péjorative. Et ces gens-là, ceux qu'on aura donc appelés les folkloristes, vont consigner tout ça, publier énormément, donc ils vont publier énormément dans des revues savantes, dans des recueils. Donc quelques noms à connaître, hein, Ersart vous l'avez marqué, j'en ai parlé, François-Marie Musel, Anatole Lebras pour la Basse-Bretagne, Paul Sévillot, très important pour le Pays de Gallo, pour la Haute-Bretagne, Adolphe Forin et quelques autres. Donc il va recueillir beaucoup de choses. Paul Sévillot va même créer la Revue des traditions populaires, donc c'est vraiment quelque chose de national, il a une importance nationale. Donc là, ils vont recueillir des centaines de chansons, de contes, et alors, eux, ils ne vont pas le faire du tout dans l'esprit de continuer la pratique ou la transmission. Ils ne vont pas du tout faire ça pour rechanter eux-mêmes les chansons et les transmettre. Ils ne vont pas faire ça du tout pour se mettre à raconter les contes. Ils vont faire ça plutôt dans l'esprit d'archéologue. D'ailleurs, souvent, ces érudits-là s'intéressent à la fois à l'archéologie naissante, un petit peu, au folklore, à l'histoire locale, etc. Donc, ils vont consigner ça dans des livres et plutôt comme objet d'étude, mais pas du tout pour se le réapproprier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là, dans leur préface, écrivent tous d'une façon ou d'une autre quelque chose qui ressemble à j'ai rencontré un petit peu les derniers des Mohicans et dans 20 ans, il n'y aura plus rien, tout aura disparu, etc. Un discours qui revient très souvent. Ils sont convaincus de ça. Voilà, donc grosse collecte, deuxième moitié du XIXe siècle, ça court un petit peu jusqu'en 1914. Après, il y a une rupture un peu. Donc il y a quelques personnes qui vont continuer, mais le mouvement assez massif qui concernait des dizaines de personnes en réalité, hein, en Bretagne, va s'arrêter et puis l'intérêt pour cette matière-là va retomber. Je passe très vite sur la première moitié du XXe siècle où il y aura quand même quelques isolés qui vont continuer, mais ce ne sera plus un mouvement de masse comme c'était au XIXe siècle. Par contre, la première moitié du XXe siècle va être marquée par la naissance du revival, du renouveau culturel, la naissance notamment des groupes folkloriques qu'on appelle les cercles celtiques en Bretagne, et puis à partir de la Deuxième Guerre, ensuite les bagadous. Donc ça, c'est deux mouvements très massifs de gens qui s'intéressent à la culture bretonne et à une certaine idée de la culture bretonne. Hein, les groupes folkloriques, les premiers groupes folkloriques des premières décennies sont souvent animés par des gens plutôt de la bourgeoisie qui s'intéressent à une idée de la Bretagne très caricaturale, avec des costumes qui n'ont souvent rien à voir avec ce que portent les gens dans les campagnes autour d'où ils sont. Donc il y a des groupes folkloriques qui naissent un petit peu partout comme ça, et qui vont créer un intérêt pour la matière bretonne, entre guillemets, mais souvent très décalé par rapport à ce qui continue d'exister dans les traditions populaires dans les campagnes, en fait. Voilà. J'en arrive à l'après-guerre quand même, parce qu'il ne faut pas que je traîne trop. Après-guerre, dans les années 50-60, on va commencer à avoir une révolution pour les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, c'est l'arrivée des appareils d'enregistrement. Alors en réalité, les tout premiers sont beaucoup plus anciens, hein. Les tout premiers, c'est vraiment autour de 1900, il y a même des inventions un peu avant, mais les premiers enregistrements, nous, qu'on connaît sur les traditions orales en Bretagne, ça date de 1900, c'est François Vallée
les roues de cire. Donc, je pense que vous connaissez un peu le sujet. Et vous en avez vu. Vous en avez dans l'expo sans doute? Oui, on a en fait un sous-test, c'est un radio enregistreur et qui fait aussi TCF, qui fait aussi la radio. Il fonctionnait aussi à disque cire. Avec les disques, Oui, c'est des voilà. disques 78 tours aussi. Donc, bien sûr, dans la première moitié du XXe siècle, ça existe déjà, mais ça reste très marginal. Il y a très peu d'enregistrements en quantité qui ont été faits sur la matière qui nous intéresse, en tout cas. Et pour information, je pense que ceux qui sont venus, je vous l'ai montré à l'ASPUM, on nous a légué l'appareil qui a servi à François Vallée à enregistrer les premiers enregistrements en 1900. Voilà. Mais bon, ça reste en quantité, ça reste quand même marginal. Je vous ferai quand même écouter ces enregistrements-là tout à l'heure. Par contre, c'est vraiment à partir des années 50-60 qu'on commence à voir les magnétophones à bande. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les magnétophones à bande, vous en avez peut-être dans l'expo aussi. Les gros appareils qui pesaient une quinzaine de kilos avec des bandes magnétiques. Alors vous êtes de la génération qui n'a peut-être même pas connu les cassettes. Si, quand même, les cassettes. Si, quand même. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal de votre âge qui n'ont pas beaucoup vu les cassettes. Vous êtes né avec le CD. Et on... La cassette, vous en avez utilisé vous-même? Oui. Ah, d'accord. Vous êtes plus vieux que je pensais. Alors, en tout cas, les années 50-60, en Bretagne, il y a quelques pionniers qui commencent à faire des enregistrements un petit peu plus conséquents parce que la technique le permet. Alors, c'est encore des appareils qui valent très cher. Hein. Donc, pour l'anecdote, un des premiers collecteurs avec des enregistrements sonores en Pays Gallo, voilà, donc je vais vous donner plus d'exemples sur le Pays Gallo, à la moitié est de la Bretagne, puisque c'est ça que je connais le mieux. Albert Poulain, donc les Bredons, qui se fait offrir par son frère un magnétophone. À l'époque, ça coûtait 3 mois de salaire. Donc 3 mois de salaire de son frère. Donc c'était un gros investissement à l'époque, hein, vous imaginez. Donc il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça commence à devenir possible. Alors qu'en 1939, vous le savez, la technique, là, c'est quand même encore beaucoup plus long que ça. Hein. Donc là, ça devient un petit peu plus maniable, mais il faut encore manipuler un gros appareil de 15 kg, arriver dans les fermes, il n'y a pas toujours l'électricité, donc il y a toujours des anecdotes où ils enlevaient l'ampoule, ils mettaient une douille voleuse pour pouvoir brancher leur appareil, parce qu'il n'y avait pas encore de prise électrique dans toutes les maisons. Voilà, ce genre de choses. Donc il y a des gens qui commencent à enregistrer. Donc il y a quelques personnes qui peuvent être un petit peu du milieu universitaire, des chercheurs, notamment Donatien Laurent, dès les années 50, et puis quelques personnes plus du milieu des cercles celtiques, des passionnés. Albert Poulain, c'est plutôt un passionné isolé au départ. Il va y avoir dans les années 60 plusieurs cercles celtiques qui vont je vous ai dit tout à l'heure que les cercles celtiques, il y avait un côté caricatural et qui ne s'intéressaient pas à ce qu'il y avait dans la campagne autour. Là, ça va commencer à évoluer un petit peu. Donc certains cercles celtiques, pas tous, mais certains vont commencer à s'intéresser, à se dire bon, qu'est-ce qu'il y a autour de chez nous? Ce serait bien qu'on fasse aussi dans nos spectacles des danses un peu plus locales, et pas toujours les mêmes danses de Basse-Bretagne. Donc les gens vont aller enregistrer. Dans la région de l'Oudéal, par exemple, dans les années 60, Alain Mémoire va aller avec son magnétophone chercher ce qu'il y avait comme danse ancienne, comme chant à danser, et il va faire des collectes assez importantes. Même chose au cercle celtique de Redon, même chose dans... Voilà, les cercles celtiques sont des structures en fait qui ont un petit peu d'argent, un petit peu de moyens, et qui vont faire un peu de recherche. Certains vont même faire des enregistrements uniquement, ils vont enregistrer des sonneurs d'auprès de chez eux uniquement pour pouvoir faire leur répétition pour les danses, et sans forcément avoir la notion de faire du collectage pour du collectage, vous voyez. Et tout ça se mélange un petit peu. Alors il y a quand même dans ces gens-là des gens qui ont parfaitement conscience de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du caractère éphémère de la tradition orale. Hein, c'est-à-dire qu'une variation dans la tradition orale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les transformations, chaque interprétation par quelqu'un, dans l'absolu, peut être unique. Hein, on a même des exemples très intéressants de gens qui chantent une chanson très différemment à 2 ans d'intervalle, en fait. Quand on a plusieurs enregistrements de la même personne, la variation peut aller jusque-là, en fait. On peut avoir une mélodie qui change énormément chez le même chanteur au cours des années, quoi. Donc, il y a cette conscience-là. Alors ça, je voulais insister un petit peu plus tout à l'heure quand je vous ai parlé des folkloristes, mais c'est la même chose pour ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pourquoi des gens se mettent à aller collecter ces choses-là? Il y a cette conscience du caractère un petit peu éphémère, mais surtout, il y a une conscience que tout ça est en train de diminuer fortement. Donc au XIXe siècle, ils avaient conscience que c'était en train de baisser. Je vous ai dit tout à l'heure, ils disaient tous, on a vu les derniers.
Or, 100 ans après, on trouve toujours des choses. Mais ils n'avaient pas complètement tort non plus, parce qu'en fait, il y a des choses qu'ils ont pu collecter au XIXe siècle qui ont réellement disparu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Après, la tradition orale, c'est un sujet tellement vaste qu'il restait beaucoup de pans, de morceaux de la tradition orale qui avaient encore des choses qui n'étaient pas complètement éteintes à la fin du XXe siècle. Et donc, il y a encore eu énormément de collectage malgré tout, même si certaines parties avaient disparu, il y a encore eu énormément de choses. Donc, les gens ont conscience que c'est en train de disparaître. Alors, pourquoi c'est en train de disparaître? En quelques mots, pour faire très vite, c'est la modernisation de la société, hein, révolution agricole, révolution industrielle, arrivée des médias, surtout la révolution médiatique après-guerre, avec l'arrivée des postes de radio dans les maisons, puis des télévisions, etc. Qui fait que toutes les occasions de pratique, ça peut être les mariages, ça peut être les veillées, pendant l'hiver, les gens faisaient des veillées assez longues où ils se rassemblaient par famille ou par groupe de maisons, par village, et ils passaient le temps ensemble, ils réparaient les paniers, ils faisaient ça, et puis ils se racontaient les nouvelles, ils se racontaient des histoires, ils chantaient, et c'était des occasions de pratiquer des quantités incroyables de chansons, de contes, d'histoires. Des corvées collectives aussi, les corvées collectives, éplucher des légumes, égruger le lin, même arracher des patates, enfin tout un tas de corvées pendant lesquelles on peut chanter, pendant lesquelles on peut raconter des choses, ou après lesquelles on se réunit à table et on continue de chanter. Il y a des témoignages, alors ça c'est important que vous ayez ça en tête, il y a des témoignages qui sont incroyables, on a peine à se représenter ce que ça pouvait être, des gens qui nous disent, mais chez nous ça chantait toute la journée, du matin au soir, dans les champs, en venant, en allant, dès qu'on était deux ou trois, on chantait même tout seul, en tirant les vaches, etc. C'était très 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 présent, la tradition orale, la pratique. Hein, aujourd'hui, on est dans un monde où on reçoit beaucoup tout ce qui est culturel, musique, chant. Si je demande parmi vous qui a chanté une chanson entière dans les 3 derniers jours, il y en a sans doute pas beaucoup, je pense. Et s'il y en a, ça se trouve qu'ils vont même poser le doigt. Alors que, vous voyez, c'est pour dire que, alors pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a eu des, alors c'était très courant d'avoir des gens qui pouvaient connaître 100, 200 chansons sans avoir jamais rien noté, hein, qui connaissaient par tradition orale 100, 200 chansons. Il y a un exemple extrême qui a été bien étudié au Québec d'une femme auprès de qui ont été recensées 350 chansons et une soixantaine de grands contes. Des grands contes merveilleux, c'est des contes qui pouvaient durer plusieurs heures et quelquefois plusieurs soirées. Il y avait des contes qui pouvaient se raconter sur plusieurs soirées tellement c'était long, tellement on dérivait, tellement on en rajoutait. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça la tradition orale. C'est gigantesque, ça a été gigantesque. Donc les occasions de pratique disparaissent, diminuent, la pratique diminue, donc la transmission diminue. Parce que vous avez bien compris qu'il n'y a pas de cours de chant à cette époque-là, on ne fait pas des stages de contes, on n'apprend pas dans des livres ni sur des CD. Transmission, ça veut dire pratique. Et inversement, pratique, ça veut dire transmission. Donc pratique régulière, les gens, ils étaient imprégnés très jeunes. Très jeunes, ils étaient imprégnés de toute cette matière-là. Et imprégnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent des choses sans avoir cherché à les apprendre. Hein? Donc, nous, tout ce qu'on en est, là, je pense que les choses dont on est imprégné, ça va être par exemple des slogans publicitaires, des génériques de feuilletons, des dessins animés, des choses comme ça qu'on a beaucoup entendues et qu'on sait, ou des chansons qu'on a entendues sur des disques ou quoi, et dont on sait des morceaux assez importants, quelquefois sans l'avoir cherché. Hein. Vous avez tous fait des soirées où on se remémore des dessins animés, où on se rechante des chansons de dessins animés, des choses comme ça. C'est ça l'imprégnation en fait. Donc là, on parle de gens qui étaient imprégnés par des centaines de chansons. Et dans la continuité de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chansons, on a des exemples précis de gens qui nous disent « Ah bah cette chanson-là, ils viennent de nous la chanter, je l'avais apprise en 1956 au mariage d'un tel. » Donc des gens qui étaient capables de retenir une chanson en une seule audition, en une seule écoute. Parce qu'ils avaient l'entraînement, parce qu'ils étaient familiers avec les types de mélodies, les types de façons de faire les textes, etc. Et puis ils retenaient le scénario de l'histoire et ils pouvaient remplacer les mots qu'ils n'avaient pas retenus et ils refabriquaient la chanson. Et en une seule audition, ils pouvaient refaire une chanson. Voilà, donc ça c'est vraiment pendant un siècle et demi, ça diminue, mais il en reste toujours. Et quand on arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'arrivée des magnétophones, c'est variable. Il y a des secteurs, des régions où ça s'est mieux maintenu que d'autres. Dans certains secteurs, les danses se sont mieux maintenues, dans d'autres, ça va être plus la danse et la musique instrumentale.
dans d'autres ça va être plus le chant, dans d'autres ça va être moins riche dans le domaine du chant, mais on aura conservé des histoires. Enfin voilà, c'est pas uniforme, c'est pas partout pareil, mais c'est en train de décroître partout, quoi. Voilà. Et surtout, quand on arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle, quelquefois les pratiques viennent de s'éteindre, c'est-à-dire qu'on ne chante plus régulièrement dans les rassemblements familiaux, ça s'est arrêté, mais on peut encore trouver des gens d'un certain âge qui ont connu ça dans leur jeunesse et qui s'en rappellent. Et donc on va souvent se retrouver à aller enregistrer des gens qui vont nous dire « Ah ben non, je ne chante plus ça depuis des années », mais qui, pour le collecteur, vont faire l'effort de se remémorer. Et on va le travail de collectage, ça va consister à ça. Ça va consister d'une part à trouver ce qu'on appelle les porteurs de tradition, les porteurs de mémoire. Parce que quand on arrive dans les années 60, 70, 80, 90, dans les communes rurales, dans les endroits où on cherche à savoir qu'est-ce qui a pu se pratiquer, il faut d'abord trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est pas si simple que ça en a l'air. Il ne suffit pas de claquer du doigt pour les trouver. Quelquefois, les porteurs de tradition les plus intéressants, qui ont les plus grands répertoires, sont des gens que personne n'a jamais entendu chanter depuis des dizaines d'années et qui sont très timides, dans une ferme reculée ou même méprisés. Hein, on a des cas très intéressants de gens qui étaient complètement méprisés où quand le collecteur va chercher les informations, on va lui dire souvent, par exemple, on va s'adresser à la mairie ou au maire ou au président du club du troisième âge ou des gens qui connaissent les gens de la commune. Oh, bah il y a bien la mère machin là-bas, mais bon, vous savez, celle-là, elle est vraiment arriérée, elle est vraiment retardée. Un certain mépris pour des gens qui ont moins évolué que les autres. Hein. On est dans une phase où il faut se moderniser, il faut acheter des meubles en formica, il faut s'intéresser aux chansons parisiennes, et toutes les anciennes chansons, bah, ça fait plouc. De la même façon que la langue, hein, le breton pour la Basse-Bretagne, le parler gallo pour la région ici. Tout ça, c'est des choses qu'on a. Voilà. Donc, dans certains cas, les gens en ont honte, dans certains cas, ils en sont fiers, dans certains cas, ils attendent de voir à qui ils ont affaire pour se livrer un petit peu. Voilà. Et donc, on a eu souvent des cas comme ça de gens qui étaient un peu méprisés parce que arriérés, entre guillemets, et qui se révélaient être évidemment les gens qui avaient le plus grand répertoire, les traditions les mieux conservées, en tout cas. Quoi. Voilà. Et donc, on a eu des cas où on a pu enregistrer des gens. On a un enregistrement extraordinaire comme ça, où la dame chante une chanson entière et puis à la fin de la chanson, il dit « Oh, ben ça, je ne devais pas chanter depuis 70 ans. » 70 ans. Elle avait un souvenir très précis. La dernière fois, elle avait chanté et la dame avait pas loin de 100 ans à l'époque, ou 90 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la richesse de la tradition orale. Et donc le collectage, ça va consister à ça, aller voir les anciens, les identifier, les trouver, parce que quand on cherche des instrumentistes, c'est assez facile, ils avaient un rôle public, ils animaient des noces, donc on va encore se rappeler avec Albert Machin, il animait les noces en temps. La chanson, c'est déjà intermédiaire, parce qu'il y a des chansons qui se chantaient en assemblée, en public, il y a des chansons qui se chantaient dans un cercle plus restreint, en famille, etc. Et pour le conte, c'est encore plus difficile de trouver les gens, parce que la pratique s'est éteinte plus tôt, et les grands contes merveilleux, c'était vraiment que dans les familles, quoi. Et encore jusque dans les années 90-2000, on a pu encore trouver, quelquefois presque par hasard, des porteurs de tradition qui avaient des beaux répertoires de contes, mais qui n'avaient jamais raconté. Moi, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un monsieur comme ça à Comblessat, dans le sud-ouest des Vilaines, qui avait un répertoire de contes merveilleux, extraordinaire, mais qui ne les avait jamais racontés à personne. Personne. Il était vieux gars, comme on dit, il n'avait pas eu d'enfant, bien sûr. Et il avait entendu ça de ses grands-parents quand il était petit. Et il adorait ça et il s'en rappelait très bien. Il a pu nous en raconter une quinzaine. Il était très timide. Personne dans la commune ne savait qu'il connaissait ça. Et puis, à force d'aller le voir plusieurs fois, on a réussi à le convaincre de venir raconter devant du public, devant des gens. Et maintenant, on ne peut plus l'arrêter. Donc, c'est pas ça. Comment, justement, vous aviez su que potentiellement, il connaissait tout ça? Alors, je vais vous donner le récit détaillé de ce cas-là, parce que ça illustre plein d'autres. C'est vraiment le travail de collecte sur le terrain. En fait, à une époque, entre 1990 et 2005, j'ai fait beaucoup de collectage. J'allais à peu près une journée par semaine sur le terrain, à l'affût, chercher. Alors, en général, beaucoup de collecteurs ont commencé par aller voir leurs grands-parents, et les grands-parents donnent des adresses des copains, des voisins, etc. Et puis après, de fil en aiguille, le petit carnet, et puis chaque personne rencontrée donne d'autres adresses. Donc ça fait tout de suite une arborescence assez forte. Par contre, dans le cas de ce monsieur-là,
l'exemple est vraiment intéressant parce que j'avais le nom d'une dame dans la même commune qui avait un peu plus de 80 ans. Je suis allé voir une fois, deux fois, trois fois, elle n'était jamais chez elle. Et puis un jour, donc j'étais prêt à laisser tomber, hein, il y avait plein d'adresses dans le carnet. Et puis un jour, je repasse une nouvelle fois chez elle, c'était fin de journée assez tard, et puis je me dis, bah non, je ne m'arrête pas parce qu'il est trop tard. Puis j'ai un regret, alors je reviens quand même. Et puis elle était là. Et donc, elle ne savait pas grand-chose, elle avait 3 ou 4 chansons, mais elle avait envie que je reste. Hein, c'est ça aussi le collectage, c'est qu'il y a un rapport humain qui se crée, vraiment une école aussi, ça. Et elle me dit, ah, mais il y avait des contes aussi. C'était tellement rare à l'époque de trouver encore des contes que j'y croyais pas trop. Je pensais que ce seraient des petites histoires de peu d'intérêt comme on trouve quelquefois. Et puis, à force qu'elle insiste, si vous voulez, je finis par me dire, bon, bah, dites-moi, c'est quoi vos contes quand même? Et en fait, elle me raconte un conte qui était vraiment très intéressant. Le grand coq, la grande poule et la petite poulette, qui est une version locale des 3 petits cochons. Mais là, on est vraiment dans le conte populaire, avec des versions vraiment bien typées du coin. Et puis elle me mentionne 2 ou 3 autres noms de contes vraiment qui sentaient le grand conte merveilleux, quoi. Le paillisson vert, le crapaud rouge, des choses comme ça. Mais elle ne les savait plus, elle me dit bah, j'ai un cousin, donc ce monsieur. Elle me dit j'ai un cousin qui. Ça venait de mon grand-père, donc j'ai un cousin qui les a peut-être entendus aussi. Mais le cousin avait 20 ans de moins qu'elle. Donc elle avait un peu plus de 80 ans, le cousin avait moins de 60 ans, il n'était pas en retraite encore à l'époque. Donc, vous savez, le collecteur, il va voir les plus anciens possibles. Donc, moi, j'avais noté ce nom-là, mais j'avais laissé pour plus tard parce que je m'étais dit, j'y croyais pas. Quoi. La cousine de plus de 80 ans, elle s'en rappelle pas beaucoup, donc lui, il y a peu de chance. Et puis, il s'est passé quelques mois, j'ai fini par aller voir ce monsieur-là quand même, et de but en blanc, il m'a raconté tout ça d'un seul coup. Il s'en rappelait très très bien. Très très bien. Pour qui, pourquoi. Donc, voilà un exemple de. J'aurais très facilement pu passer à côté. Et c'est pour ça que souvent, dans les conversations, quelquefois, il y a les collecteurs qui disent, enfin des gens, pas forcément les collecteurs qui en ont fait beaucoup, ils savent comment ça se passe. Mais d'autres gens, quelquefois, qui vont vous dire, oh, ben, dans telle commune, ça a été fait le collectage, c'est pas la peine de retourner. Et ça, je dis toujours, ben non, c'est pas possible. On n'a jamais fini de faire le collectage sur une commune donnée parce qu'on n'a pas vu tout le monde et on ne sait pas qui peut nous surprendre. Quoi. Voilà. Donc, il faut que j'avance un petit peu plus vite, peut-être, non? On a jusqu'à quelle heure déjà? Ouais, encore un peu, moi je vais accélérer un peu. Alors, donc, mais c'est pas grave parce que, après, là je vais rentrer un peu plus dans l'histoire de Dastum, mais ce que je viens de vous dire, pour moi, c'est le plus important, c'est essentiel. Que vous compreniez bien de quoi on parle, c'est vraiment essentiel. Donc, en 1972, qu'est-ce qui se passe? Les années 50-60, ça a commencé à monter, il y a eu de plus en plus de gens à pouvoir faire un petit peu de collectage, à pouvoir faire des enregistrements. Et puis, début des années 60, alors, un phénomène très important, donc il y a l'arrivée des moyens d'enregistrement, et puis l'autre phénomène très important, c'est ce qui se passe au milieu des années 50, qui se développe dans les années 60, c'est la naissance du fest-noz moderne. Donc le fest-noz, vous voyez tous ce que c'est un fest-noz. Le mot fest-noz, vous savez qu'anciennement, dans la société traditionnelle, la société rurale, c'est un terme qui était utilisé en Centre-Bretagne pour désigner des fêtes après des corvées collectives, grosso modo. Quoi. Donc c'était quelque chose qui s'appelait comme ça dans le Centre-Bretagne, mais le principe de se rassembler pour faire la fête, chanter, danser, évidemment, il existait un peu partout. Il pouvait prendre des formes un petit peu différentes, avoir des nuances variées un petit peu, et prendre d'autres noms, pas de nom du tout, mais dans n'importe quel endroit, dès qu'il y avait un rassemblement, une corvée collective, on dansait, on chantait le soir. Bon, en Centre-Bretagne, c'était une forme particulière, et on avait baptisé ça fest-noz, fête de nuit, quoi. Mais par ici, on aurait appelé ça une assemblée, une soirée, une veillée, une cure paumée, des choses comme ça. Mais le principe était super. Par contre, au milieu des années 50, donc, il y a des gens autour d'un certain Loès Rombars, liés au cercle celtique de Poulaouin, qui vont se dire, on va, dans ce mouvement revivaliste, qui se disent, on va refaire quelque chose pour que ces chansons, ces danses puissent être pratiquées. Il faut qu'on adapte ça au monde moderne. Le monde moderne, à l'époque des années 50, c'est quoi? C'est le bal, en fait. Ce qui s'est développé depuis les années 20-30, c'est le bal. C'est-à-dire le principe du bal, ça n'a rien à voir, ça peut avoir, c'est un rassemblement organisé par un organisateur qui se dédie à ça, en général dans une salle, une sorte de salle des fêtes dans le bourg, avec une entrée payante, avec une scène et un micro, et avec une affiche, c'est-à-dire des gens qui sont programmés à l'affiche.
Voilà, c'est pas pareil qu'un fest-noz à l'ancienne où c'était des gens du coin qui se rassemblaient, toujours avec les mêmes personnes qui se connaissaient, etc. Un bal, c'est un petit peu autre chose, c'est une forme plus moderne. Donc quand ils inventent le fest-noz, c'est ni plus ni moins qu'un bal breton, en fait. Un bal dans lequel on va danser des danses issues de la tradition populaire, en fait. Donc c'est un côté revivaliste, mais c'est un coup de génie d'une certaine façon, parce que c'est vraiment trouver un nouveau contexte adapté au monde moderne pour continuer de pratiquer les choses. Et ce qui est surtout important, c'est que les gens qui vont venir au fest-noz, ils vont venir, certains par militantisme culturel, parce qu'ils sont dans ce mouvement-là, mais beaucoup d'autres par simple plaisir. Donc ça veut dire que là, c'est gagné, c'est qu'on a réussi à recréer un contexte où, qui va donner l'occasion, une occasion vraie, entre guillemets, même si elle est organisée, provoquée, mais une occasion où les gens vont venir vraiment pour le plaisir. Donc voilà. Donc ce fest-noz, il se déploie dans les années 60, ça se répand un petit peu partout, et un peu plus tard, ça arrive dans le pays gallo, et ça, petit à petit, ça couvre toute la Bretagne. Et au début des années 70, c'est l'explosion. Il y a énormément de chanteurs, de musiciens qui ont l'occasion de jouer et de chanter dans ces fest-noz. Ça brasse des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Dans les années 70, on en arrive à un point où il y a, je ne sais pas combien de fest-noz par week-end, mais n'importe où en Bretagne, on peut trouver 4 ou 5 fest-noz dans un rayon de 20 km. Enfin, n'importe où en Bretagne, plus dans la moitié ouest quand même, mais voilà, ça se répand énormément. C'est lié à tout le mouvement folk aussi, hein. On peut faire des connexions avec le mouvement folk. Mais toujours est-il que, début des années 70, ça va en plus être le début de... Enfin, ça a déjà commencé un petit peu avant, mais où vont éclore des formes modernisées de la musique traditionnelle. C'est-à-dire, on va continuer d'avoir les formes anciennes, les chanteurs, les couples de bing-bonda, les sonneurs d'instruments qui jouent tout seuls, violon, accordéon, etc. Mais on va avoir l'apparition de plus en plus de groupes harmonisés avec une partie rythmique, une partie harmonie, une partie mélodie, etc. Et ça, la forme groupe, c'est une forme moderne qui n'existe pas du tout dans la musique traditionnelle. C'est une forme adaptée pour le monde moderne, en fait, et qui va permettre de faire toute de donner une nouvelle forme aux musiques traditionnelles qui va intéresser les plus jeunes, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les formes anciennes vont se maintenir en parallèle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle du fest-noz? Parce que ça va donner des occasions régulières de jouer et de chanter à des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de jeunes chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes, sonneurs, sonneuses. Et ça va faire que très vite, les gens ils vont se dire, oh là, j'ai encore un fest-noz la semaine prochaine, ah ouais, mais ce serait bien que je renouvelle un petit peu mon répertoire. Et les gens savent, dans ce milieu-là, ont connaissance du fait qu'il y a des gens qui ont fait du collectage et que c'est toujours possible. Il y a un petit réseau, il y a des gens qui disent, ah, un tel, il est bien ton air, tu l'as trouvé, ouais, je suis allé voir les anciens dans telle commune. Donc, de bouche à oreille comme ça donne envie aux gens d'aller faire du collectage. Et donc, il y a déjà tout un réseau de gens qui, voilà, il y a plusieurs phénomènes qui concourent au fait qu'on va pouvoir, beaucoup de gens vont aller faire du collectage. Donc, 1972, la naissance de Dastum, c'est des jeunes de ce profil-là, des jeunes chanteurs musiciens qui ont fait du collectage autour de chez eux, dans leur famille, etc. Et qui se mettent ensemble et qui se disent c'est important ce qu'on fait là, il ne faut pas que ça soit perdu, il faut le transmettre, etc. Et donc ils se disent il faut qu'on crée une association, une structure pour rassembler tous les collectages qu'on a fait les uns les autres, pour les regrouper, pour inciter d'autres à faire du collectage comme nous, pour donner envie à d'autres de faire, pour que ça se multiplie. Et puis rassembler tout ça pour en assurer la sauvegarde, donc collecter, sauvegarder, transmettre. Donc ils ont dès le début cette notion de faire des copies, faire du traitement documentaire pour décrire ce qu'il y a dedans, et le mettre à disposition des autres musiciens et des autres chanteurs qui n'ont peut-être pas tous le temps d'aller faire du collectage. Voilà, donc c'est extraordinaire, moi je trouve, comme idée et de générosité, et voilà, ce sont vraiment des militants culturels. Alors, parmi eux, je ne rentre pas dans les détails, il y a des gens qui vont être plus que militants culturels, qui vont être aussi militants bretons politiques, hein, qui vont avoir chacun des nuances différentes dans tout ça, mais la plupart des gens qui vont se lancer dans le collectage, c'est avant tout culturel, quoi. Vraiment la passion de la musique, du chant, de le pratiquer, une conscience de la valeur patrimoniale, etc. Donc, ils vont commencer à rassembler tout ça, à faire des copies, à acheter du matériel, à demander des aides publiques, etc. Et tout de suite, ça prend une dimension assez rapidement.
et les bandes affluent. Donc il y a des dizaines de collecteurs qui vont petit à petit participer. Ils vont organiser, ils vont créer des antennes locales, donc d'Astum Gros RL, d'Astum Crest-Brest, d'Astum Gros Gwenet, etc. Des antennes locales comme ça. Ça va structurer, ça va donner envie à d'autres gens de faire de la collecte. Et tous les collectages vont monter, et donc à l'Astum, il va y avoir un travail sur les bandes Revox, sur les appareils Revox, à 2 copies. Et de copies sur des bandes de conservation, d'une part, et une deuxième copie sur des cassettes pour la consultation. Et les gens vont commencer à venir consulter. Voilà. Petit à petit, alors je vous passe le détail, petit à petit l'asso va se structurer, elle va obtenir des moyens, des subventions, elle va pouvoir embaucher un salarié, 2 salariés, 3 salariés, et le travail va continuer, il va y avoir un local, etc. Ça c'est le développement d'une association, je passe rapidement. Et juste avant de poursuivre, un facteur intéressant aussi par rapport à votre exposition, du coup, pour faire le lien, un facteur intéressant et important aussi dans cette histoire de la naissance de l'Astum, je vous ai parlé des moyens d'enregistrement, le contexte du Festos, etc., les pionniers de la collecte, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose que le président, le fondateur de l'Astum, Patrick Madrieux, sur lequel il insistait beaucoup. Il était très en colère, et ils étaient plusieurs, contre le fait que justement les collectes plus anciennes qui étaient conservées aux ATP étaient très difficiles d'accès. Je pense que peut-être Marie-Barbara vous a parlé un peu de ça, mais effectivement, pendant longtemps, c'était très difficile de pouvoir accéder à ce qui avait été enregistré. Donc les gens, par exemple, les fondateurs de l'Astum, plusieurs étaient des Morbihan, dans des endroits où l'enquête 1939 était passée. Donc ça se savait, les gens du milieu le savaient ça. Et quelques-uns d'entre eux avaient essayé d'aller à Paris consulter aux ATP, mais alors il fallait montrer patte blanche, il fallait être chercheur, il fallait être recommandé, il fallait demander à l'avance quelle bande on voulait écouter, il fallait attendre très longtemps avant d'avoir une copie pour pouvoir écouter sur place, etc. Très très difficile d'accéder. Évidemment, la plupart des chanteurs et des musiciens en Bretagne n'avaient pas la possibilité facilement d'aller à Paris pour consulter tout ça. Or, c'était des sources qui les intéressaient, quoi. Vraiment, il y avait peu de gens susceptibles de s'intéresser à ça et ça n'aurait été pas accessible. Donc ça, c'était vraiment des motifs de combat, hein, la naissance de l'Astum. Les relations n'étaient pas bonnes avec le monde institutionnel et avec le monde universitaire en général non plus, d'ailleurs, parce que dans le monde universitaire, il y avait quelques collecteurs ethno, dont notamment Donatien Laurent, qui faisaient aussi des collectes, mais eux, leur motivation première n'était pas de mettre à disposition du public. Eux, c'était de faire leurs recherches, de faire leurs articles, de travailler dessus. Et puis, voilà, ils n'avaient pas forcément les moyens ou le temps, etc. Et c'était pas forcément dans leur logique de déposer ça à l'Astum pour que ce soit consultable par tout le monde, quoi. Et ça, il y avait pendant longtemps une grosse tension entre milieu universitaire, institutionnel et associatif. Et ça, depuis, alors on en parlera peut-être après, mais depuis tout ça, c'est beaucoup arrangé des 2 côtés. C'est très intéressant d'ailleurs comme évolution, parce que petit à petit, beaucoup de gens dans le milieu associatif se sont intéressés quand même à ce que faisaient les chercheurs, à ce que faisaient les universitaires. Certains d'entre eux, eux-mêmes, ont passé une thèse, ont essayé d'aller vers l'université. Et inversement, il y a eu de plus en plus de jeunes arrivés dans ce mouvement-là, qui avaient un pied dans les 2, quoi, donc qui étaient un petit peu à l'université, étudiants, devenus chercheurs, et qui en même temps étaient passés par le milieu associatif, par le réseau des collecteurs, par le réseau d'Astum, et il y a eu de plus en plus de gens à faire le pont entre les 2. Quoi. Voilà. Moi j'en fais partie, entre quelques parenthèses, puisque j'étais étudiant en histoire ici, à Rennes 2, pendant que je commençais à faire des collectes et que je découvrais ce réseau d'Astum. Donc c'est vraiment, il y aurait une histoire un jour à faire, si quelqu'un veut faire une thèse dessus, sur l'histoire croisée de ces 2 mouvements-là. Donc voilà. Donc création de l'Astum. Donc j'avance un peu. Je vous ai dit qu'il y avait des antennes qui se sont créées un petit peu partout. Plutôt en Basse-Bretagne d'ailleurs, des antennes d'Astum. En Haute-Bretagne, d'Astum pendant longtemps était surtout tourné vers la Basse-Bretagne. En Haute-Bretagne, ça a pris un peu d'autres formes. Il y a d'autres associations qui étaient exactement dans le même mouvement, mais qui n'ont pas appartenu tout de suite au réseau d'Astum. Mais tous ces gens-là se connaissaient quand même. Mais ils ont intégré l'Astum plus tard, autour des années 2000. Il y avait notamment, je vous en cite quelques-unes qui sont importantes, le groupement culturel Redon des Pays de Vilaine à Redon. C'est une association qui est née en 1975, donc 3 ans après l'Astum, et qui est exactement dans la même mouvance, beaucoup de travail de collectage et beaucoup de mise en valeur des porteurs de tradition. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a d'autres milieux, d'autres réseaux où c'est surtout le répertoire qui comptait, de se faire du répertoire et de chanter, de jouer. Mais là, il y a eu dans les années 70,
un ensemble d'associations qui se sont créées, qui allaient plus loin que ça, qui voulaient mettre en valeur aussi tout ce qu'il y a autour du répertoire, et notamment les gens, les porteurs de tradition, tout ce qui véhiculait comme une mentalité autour du répertoire. Donc la Botte d'Or, le groupement culturel de Redon, a mis en place en 1975 une sorte de concours qui s'appelle la Botte d'Or, qui existe toujours aujourd'hui, et qui faisait monter, ils ont commencé à faire monter sur scène les anciens auprès de qui avaient été fait les collectes, pour un concours. Ça a pris la forme d'un concours, mais qui en réalité était très convivial. Et c'était la première fois, enfin, personne n'aurait pu imaginer ça quelques années avant. Ça se passait dans le théâtre de Redon, avec 400 ou 500 spectateurs, des anciens du fin fond des villages, des campagnes alentours, qui se retrouvaient montés sur scène devant 500 spectateurs, chanter a cappella leurs chansons, avec toute une salle qui leur répond quand c'était du chant à répondre, ce qui était souvent le cas, ou avec une écoute très respectueuse. Et donc, ces anciens-là défilaient, mais en étant mélangés avec la jeune génération, les collecteurs qui eux-mêmes rechantaient, et puis des plus jeunes qui réapprenaient dans des stages, etc. Et donc, ça fait une sorte de mélange des générations extraordinaire, et qui a donné le modèle aussi à plein d'autres associations plus tard, quoi. Et ça s'est fait vraiment, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique à la Bretagne, qui est justement un réseau assez actif? Est-ce que dans les autres régions, je ne sais pas si vous savez, si justement d'autres associations ou d'autres acteurs locaux des autres régions ont aussi pris conscience qu'il fallait conserver les musiques, les traditions musicales, ou c'est propre à la Bretagne? Alors, oui et non, comme toujours pour ce genre de questions. Oui, il y a eu la même chose un peu partout. Il n'y a rien d'unique en Bretagne de ce point de vue-là. Et non, ça n'a pas été aussi fort partout, quoi. Après, il resterait une histoire détaillée à faire de ça. Ce qui a donné beaucoup de force au mouvement. Enfin, je pense que d'une façon générale, les régions un peu où il y avait une forte identité régionale avec des militants un peu politiques aussi derrière un peu, ont peut-être fait plus, parce que c'était un outil aussi, le côté culturel était un outil aussi pour les revendications politiques, régionalistes, tout ça. Il y a peut-être ça, puis d'autres facteurs sans doute aussi. Après, il y a d'autres régions qui ont fait un très gros travail de collectage. Dans certaines régions, ça s'est structuré plus par des réseaux de la Ligue de l'enseignement, par exemple, alors que moins chez nous, mais dans certains coins. Il y a des régions comme le Poitou où il y a eu beaucoup de choses, mais en Auvergne, enfin un peu partout il y a eu des choses, hein, le mouvement occitan, il y a eu beaucoup de choses aussi. Mais ce qui a été particulier en Bretagne, je pense, à mon avis, c'est la forme qu'a pris le renouveau avec ce phénomène du fest-noz. Parce que le fest-noz, mine de rien, ça implique pas seulement des chanteurs et des danseurs, mais ça implique des danseurs. Et là, en fait, ça fait beaucoup plus de monde. Alors qu'il y a d'autres régions où le revival s'est fait peut-être moins autour de la danse, et a peut-être moins drainé de monde. Alors qu'en Bretagne, le fest-noz a drainé énormément de gens, le fest-noz au sens large, au sens général, au point que ça a donné naissance à des festivals sur lesquels se sont greffés autre chose que les fest-noz, bien sûr, mais le Festival de Lorient, d'autres festivals qui accumulent pendant plusieurs jours des fest-noz, des concerts, des choses, des conférences, etc. Et puis certains de ces structures-là ont donné naissance à des écoles de musique associative. Et donc les écoles de musique associative deviennent organisateurs d'événements, de fest-noz, enfin tout ça. C'est une implication vraiment très riche. Bon, j'essaie de réfléchir au plus efficace. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous dire. Donc je reprends l'histoire de l'Astune. Donc ici quand même la mise à disposition, je vous ai parlé des bandes, des cassettes pour la consultation. Donc j'accélère un petit peu. Ce qui est important dans juste pour finir là-dessus, c'est que beaucoup des collecteurs ont été, et ça c'est assez fort en Bretagne, peut-être plus qu'ailleurs aussi, le mouvement a fait qu'il y a eu beaucoup de gens, des dizaines, voire quelques centaines, qui ont été à tous les bouts de la chaîne en fait, qui ont été à la fois collecteurs, interprètes, chanteurs, musiciens, organisateurs, créateurs d'associations, de structures, organisateurs de fest-noz réguliers, choses comme ça, et créateurs de structures, de festivals et d'écoles associatives. Donc tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du groupement culturel, c'est devenu une école de musique associative qui existe toujours avec 400 ou 500 élèves sur une vingtaine ou une trentaine de communes. Donc c'est devenu des structures vraiment importantes. On peut citer l'association La Bouèze à Rennes aussi, qui a le même genre de parcours. Il y en a d'autres du côté de Pleuharmel, il y en a d'autres
dans la région de Côte d'Armor-Galaise, etc. On pourrait citer d'autres exemples comme ça, avec toujours le même état d'esprit. Mettre en valeur les anciens, transmettre, pratiquer, etc. Faire de l'animation locale. Voilà. Donc, pour finir rapidement, la mise à disposition, il y a un grand tournant autour des années 2000, c'est l'arrivée, alors fin des années 90, il y a un début d'informatisation des données à DASTUM. Donc toutes les fiches manuscrites qui étaient faites dans les classeurs commencent à être informatisées. Et toutes les bandes magnétiques, alors je passe les détails, il a déjà fallu recopier les premières bandes des années 70 sur un deuxième jeu de bandes parce qu'elles vieillissaient. À chaque fois qu'on fait une copie d'une bande à l'autre, vous savez qu'on perd un peu de qualité de son, on augmente le souffle, etc. Et donc à la fin des années 90, il était temps de renouveler à nouveau les supports, une troisième fois, et DASTUM a été un des premiers centres en France à passer directement à la numérisation. Et donc le chantier de numérisation a commencé vers 1998. Donc tous les anciens fonds ont été numérisés, ou à peu près, après il y a des petites choses à terminer. Et tout ce qui a continué d'arriver a été numérisé en direct aussi et continue de l'être. Début des années 2000 arrive le haut débit pour Internet. Donc, dans un premier temps, DASTUM a rendu tout ce qui était numérisé consultable dans son réseau d'antennes. Dans un deuxième temps, à partir de 2005 à peu près, on a développé un réseau de ce qu'on appelait des points de consultation, donc dans les médiathèques, dans les écoles de musique. Donc, on est arrivé à une centaine de points de consultation par le réseau Internet aussi. Et puis, petit à petit, ça s'est ouvert aux individus. Et depuis quelques années, tous les adhérents de DASTUM peuvent avoir un code d'accès individuel pour tout consulter de chez eux. Et depuis 2 ans, l'inscription pour pouvoir accéder à ça est devenue gratuite. Donc aujourd'hui, depuis 2-3 ans, vous pouvez aller sur DASTUM Media, que je vais vous présenter rapidement. Vous vous inscrivez, vous recevez les codes quelques jours après, et vous pouvez avoir accès à tout le son, et l'inscription est gratuite. Alors, mine de rien, quand il y a 2 ou 3 ans, on est passé d'une inscription qui se faisait par courrier papier, encore, on était un peu en retard, et qui était payante, c'était 15 € l'année pour être adhérent d'ASTUM. Quand on est passé de ça à l'inscription en ligne et gratuite, on est passé de 500 personnes qui avaient un code à peu près, aujourd'hui on est à plus de 5000, et il continue d'y avoir sans arrêt des gens qui continuent de s'inscrire. Donc c'est vraiment très intéressant parce que c'est le but, la raison d'être de DASTUM, c'est ça, c'est que ça retourne aux gens, quoi, au peuple, entre guillemets, mais que ça sert aux gens, que c'est pas uniquement pour les chercheurs, c'est avant tout pour que et depuis que c'est accessible, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui consultent, c'est souvent des chanteurs, des musiciens, bien sûr, toujours, mais de plus en plus, on a des contacts avec des familles, des gens qui ont été enregistrés, et souvent qui ne le savent pas, quoi. Et donc, on a des gens qui reviennent vers nous, qui sont enchantés d'apprendre que leurs parents ont été enregistrés, qui s'inscrivent, qui vont écouter, qui nous redonnent des renseignements sur les gens qui ont été enregistrés, des photos, etc. Alors, quelques mots sur ce qu'on peut trouver dedans, parce que l'outil, je vais vous laisser découvrir, je vais vous donner 2-3 choses peut-être, mais ce qu'on peut trouver dedans, actuellement, c'est entre 8 et 10 000 heures d'enregistrement sonore inédit. Donc, entre 8 et 10 000 heures, et on estime qu'avec tout ce qui continue de nous arriver, donc dans ce qui continue de nous arriver, il y a encore des enregistrements des années 60, 70, 80, 90. On continue de récupérer des bandes. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, ça dépend ce qu'on compte en fait. Quelques dizaines de personnes au moins qui ont fait des collectes vraiment intensives pendant un grand nombre d'années et qui ont récolté des centaines d'heures d'enregistrement chacun. Et puis si on prend tout le monde, ça fait plusieurs centaines de personnes parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont fait quelques collectes pendant 1 ou 2 ans, qui ont enregistré juste une dizaine de personnes autour d'eux, donc ça fait des fonds beaucoup plus petits. Mais par contre, ça fait beaucoup d'acteurs, quoi. Donc on continue toujours dans cette masse de gens qui ont fait des choses, de récupérer des choses. Encore, juste hier, j'ai encore appris l'existence d'un fonds chez un monsieur à Kistinic qui a sans doute une dizaine de bandes magnétiques qu'il a enregistrées dans les années 70 autour de chez lui. Et donc là, il y a encore des petits trésors, mais on en a sans arrêt. On estime qu'on a entre 100 et 150 dépôts de documents par an encore aujourd'hui, quoi. Donc des fois c'est des tout petits, des fois c'est des très gros. Un dépôt récent, pour vous donner un ordre d'idée, c'était un dépôt d'un quelqu'un qui est passé par les deux voies, comme je vous disais tout à l'heure, qui a été dans le réseau associatif d'ASTUM à une époque dans les années 80, qui a fait une thèse en ethnomusicologie et qui est mort jeune malheureusement.
Et on a récupéré son fonds tout récemment, ça représente 220 cassettes, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut encore récupérer. 220 cassettes. Voilà, donc là, voilà. Donc environ 8 à 10 000 heures d'archives sonores inédites, ça représente environ 20 000 personnes enregistrées. Et le nombre de personnes enregistrées est très approximatif parce qu'il y a beaucoup de noms identifiés, beaucoup de chanteurs anonymes. Alors, dans les collecteurs qui déposent des fonds à Dastum, il y a des gens souvent qui n'avaient aucune méthode, qui n'étaient pas du tout formés à l'ethnologie, à l'ethnographie, à rien du tout. Ils y allaient pour leurs propres besoins, ils voulaient enregistrer du répertoire. Souvent, ils notaient sur la jaquette de la cassette la commune, le nom du bonhomme, de la dame. Dans le meilleur des cas, une date, mais souvent, on ne sait pas beaucoup plus. Hein. Et puis, quelquefois, il y a un nom dessus, puis on écoute, il y a trois ou quatre voix différentes. C'est souvent très difficile à documenter. Ce n'est pas le cas toujours, il y a d'autres gens qui ont noté les choses beaucoup plus précisément, etc. Mais il reste toujours un travail énorme à faire pour documenter ça du mieux qu'on peut. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui sont capables de nous apprendre des choses en écoutant quand on va les voir, mais ça prend énormément de temps. Donc environ 20 000 personnes enregistrées, ce chiffre-là est vraiment important parce que ça montre bien que là on ne parle pas d'une base de données de la musique bretonne avec les vedettes de la musique bretonne. Non, c'est pas du tout ça. Là c'est monsieur et madame tout le monde. Les collecteurs qui sont allés à l'aventure dans les campagnes, souvent, moi ça m'est arrivé souvent de passer chez des gens que j'ai rencontrés une seule fois, que j'ai enregistré du premier coup parce qu'ils étaient d'accord, etc. Dans d'autres cas, on retournait les voir 2 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, on devenait amis, et puis on les faisait venir à des veillées chanter dans les cafés, dans les festivals, dans les fêtes, etc. Donc il y a tout un panel de cas de figure différents, mais pour dire que des enregistrements qui sont ici, c'est vraiment la culture populaire, c'est vraiment un reflet de la culture populaire très très large, quoi. Très très large. Et souvent, quand je fais des présentations comme ça, il y a des gens qui s'inscrivent après et qui disent « Ah, mais j'ai retrouvé un enregistrement de quelqu'un de ma famille ou des voisins de ma grand-mère. » Voilà, parce que vous n'allez pas trouver des choses sur absolument toutes les communes de Bretagne, mais dans tous les cantons à peu près. Et puis il y a des fois, vous allez tomber sur des communes où il y a des centaines d'enregistrements, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En quelques mots, vous avez une grande partie de ce qui est enregistré dans les fonds, c'est musique et chant. Musique instrumentale et chant, on va dire à peu près les 3 quarts ou les 2 tiers, c'est ça. Après, il reste un quart peut-être où c'est de la parole. Donc dans la parole, vous allez avoir du conte, légende, récit. Donc là, il y a plein de nuances dans ces 2 catégories là-dedans. Mais tout ce qui est conte, récit légendaire, récit de croyance, anecdotes légendaires, des choses comme ça, il y en a beaucoup. Il y a environ 4000 séquences sonores, 4000 morceaux quoi, de repérer là-dessus. Et puis encore un autre volume assez important et qui tend à croître de récits de vie, de témoignages sur comment ça se passait. Alors quelquefois ça peut être des témoignages autour du répertoire, comment ça se passait les noces, comment ça se passait les fêtes de conscrits, etc. Et puis quelquefois ça peut être des récits de vie à proprement parler, des enquêtes sociolinguistiques qui ont été faites. Donc on a de plus en plus de chercheurs universitaires qui nous déposent leurs fonds, puisque je vous disais tout à l'heure, la tension a complètement disparu, puisque au tournant des années 2000, vous le savez sans doute déjà, le musée des ATP s'est ouvert, il y a eu des changements de responsables, et donc avec l'arrivée de Mme Gétraud et puis surtout de Marie-Barbara Legonidec, tous les fonds qui étaient conservés aux ATP ont pu être, les copies ont pu être confiées dans les centres en région comme Dastum. Donc au tournant des années 2000, on a récupéré tout ce qui concernait ça. On a récupéré des fonds avec l'INA, on a récupéré les fonds de Donatien Laurent, on a récupéré les fonds de plusieurs chercheurs, et donc maintenant les chercheurs font confiance à Dastum parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de centres où ils peuvent confier leurs fonds pour qu'ils soient numérisés, traités, documentés. Dans les universités où ils travaillent, il n'y a pas forcément les services pour faire tout ça. En tout cas, voilà, ça se passe comme ça maintenant. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une autre façon de répartir les masses, en 2 mots, c'est une partie essentielle, et vraiment le cœur du fonds de Dastum, sont les collectages de type ethno, on va dire auprès des porteurs de tradition, ce que j'ai appelé les porteurs de tradition, mais une partie aussi importante, peut-être un quart, un tiers, qui sera amené à grandir, qui sont des captations de tout ce qui se passe depuis le revival, depuis le renouveau culturel du monde
monde des musiques traditionnelles. Donc ça comprend les enregistrements de fest-noz. Donc attention, dans les fest-noz, les premiers fest-noz des années 50-60, les anciens porteurs de tradition y participaient. Ce n'était pas que les jeunes qui chantaient dans les fest-noz. Il y a eu une certaine période où il y avait encore dans les fest-noz des gens. Alors ça c'est très intéressant parce que les gens qui ont été collectés dans leur cuisine, qui transmettent leur répertoire qu'ils savent, ils ne sont pas en situation de danse, donc ils ne jouent pas pareil, ils ne chantent pas pareil. Quand on les remet en situation dans un fest-noz, ça prend une autre dimension. Même chose si on les fait venir dans une veillée, dans un café pour chanter avec tous les gens qui répondent, etc. C'est autre chose que ce qui se passe dans la cuisine. Donc les deux sont intéressants. Donc les captations d'événements comme ça dans tout le cadre du renouveau sont très précieux aussi en fait. Pour cette raison-là, et puis aussi pour quiconque voudrait étudier un peu les transmissions des répertoires dans le cadre du renouveau, il y a une matière abondante. Plus d'enregistrements de fest-noz plus récents, on a plus ces anciens-là, mais on a des tas de gens qui ont fait l'intermède, enfin qui ont fait la transition, qui ont été des collecteurs, qui retransmettent aujourd'hui à des plus jeunes, etc. Et puis il y a tout ce qui est concours. Les concours, c'est un phénomène très fort en Bretagne, on pourra en parler aussi, mais qui est un moteur pour plein de choses. Les enregistrements de veillées dans les cafés, des chanteurs, etc. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vais peut-être vous faire écouter quelques extraits, ou alors vous allez écouter vous-même, ou on laisse ce temps de questions peut-être. Bon, les Écoute, extraits. Les petits extraits, ça peut Des être. petits extraits quand même. Allez, je vais vous faire écouter quoi alors, je vais vous faire écouter une bonne chanteuse du Pays gallois. Alors je ne vais pas vous faire écouter des gens de toute la Bretagne, on n'aura pas le temps. Jeannette Maquignon, je vous ai parlé de la Bogue d'Or et du groupement culturel de Redon. Donc, pour le Pays gallois, ça a été une révélation, ce phénomène de la Bogue d'Or en 1975. Et Jeannette Maquignon est un des symboles, parce que c'était une personne qui avait un très beau répertoire, un très beau style de chant et une personnalité. Souvent, c'est des gens qui ont marqué, mais elle est devenue très symbolique en fait. Rossignolé, tireras-tu mon cœur de peine, car je crois bien que je vais mourir pour les amitiés d'une fille. L'autre jour je la regardais à la sortie de la grand-messe. Elle a la bouche si vermeillée, le doux parler si gracieux. Jamais je n'ai vu dans le monde fillette de si beaux yeux. Là je me suis approché d'elle, bien doucement, bien gentiment. Elle a le cœur plus dur qu'une pierre, demoiselle n'y pense nullement. On n'a que des petits extraits, hein. Vous allez écouter la fin. Une autre dame, alors, un peu plus au nord, dans les Côtes d'Armor-Galaises, Valentine Veiller, à qui on a consacré tout un disque récemment. Alors, je ne vous ai pas parlé de ça, mais Dastum, depuis 1972, a aussi fait un gros travail de publication pour faire connaître ça au grand public, parce que le but est toujours le même, que ce soit connu. Donc, depuis 1972, il y a une centaine de titres, cassettes, CD, livrets, disques vinyles qui ont été publiés avec des sélections de collectage comme ça, de toutes sortes. Donc là, Jeannette Maquignon, il y a eu un disque entier sur elle aussi. Et là, je vous fais écouter Valentine Veillet. Apprends-moi à parler, apprends-moi ton langage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière, comment l'amour se fait. Comment l'amour se fait, la chose est facile. Faut aller voir les filles, les caresser souvent, en leur disant la belle, je serai ton amant. Voilà, ça c'est une chanteuse qui a un style très beau, avec des petites ornementations très, très développées, très fines. Hein. Alors un petit exemple de chant à répondre en morbihan gallo. Donc le morbihan gallo a cette particularité de faire tout chanter, pratiquement tout le répertoire chanté est à répondre. Donc si vous connaissez un petit peu le sujet, vous savez que les chants à répondre, souvent c'est pour la danse ou pour la marche, les chansons à marcher. Mais dans le morbihan, même les mélodies très lentes, très longues,
qu'on chante à table se font aussi à répondre en fait. Donc là, voilà un très bel exemple de Pluie Erlin. Rossignolet du Bouet, rossignolet sauvage, rossignolet du Bouet, rossignolet sauvage, rossignolet du Bouet, rossignolet sauvage, rossignolet du Bouet, rossignolet sauvage. Apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler. Apprends-moi la manière, comment il faut aimer. Apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler. Apprends-moi la manière, comment il faut aimer. Voilà. Alors je vais faire un petit exemple de chant à danser, si je le retrouve. Ouais, voilà. Alors un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, les petites chansons à dizaines, vous savez, 10, 9, 8, 7, 6, on a un seul couplet qu'on décompte jusqu'à la fin. Quand on fait le collectage dans la cuisine, ben souvent les gens vont nous chanter 2 ou 3 fois, et puis éventuellement le collecteur va répondre, puis c'est tout quoi. Alors que là, on a eu l'occasion pendant pas mal d'années, dans les années 90-2000, de faire venir à une fête qui s'appelle la fête du chant traditionnel à Beauvais, à 30 km d'ici. On faisait venir des anciens du Morbihan qui savaient encore mener la danse en chantant, puisque vous savez que dans les festos, les chanteurs sont sur scène, mais traditionnellement, les chanteurs faisaient partie de la danse. Donc là, on a refait ça pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années. Les anciens qui savaient encore le faire venaient, ils dansaient en même temps, et il y avait une centaine de personnes de la fête qui répondaient. Donc voilà ce que ça donne, un exemple. Et donc c'est un type d'enregistrement qu'on n'aurait jamais eu si on s'était contenté du collectage dans la cuisine. Quoi. Donc le fait d'aller plus loin que le collectage et d'organiser des événements, de faire venir les anciens, tout ça a été très très important. Et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tellement dans les enregistrements plus universitaires ou institutionnels parce que c'est pas le même cas, quoi, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 2 ou 3. Alors peut-être un peu d'instruments quand même. Alors si je vais vous faire écouter, alors la Bretagne est connue pour son bing-bombard, bien sûr, et dans l'image finale, c'est bing-bombard la Bretagne. Et quand on parle de Vielle-à-Roux, pour beaucoup de gens, ça évoque plutôt le centre-France, moins la Bretagne. Pourtant, en Bretagne, il y a toute une zone très très nettement délimitée qui correspond à peu près aux côtes d'Armor-Galès, tout le sud de Saint-Brieuc, en allant vers Dinan et en descendant un peu, où là, il y a une pratique de Vielle-à-Roux qui était très 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 implantée. Et quelquefois, Vielle-à-Roux se mariait avec la bombarde d'ailleurs, et quelquefois avec la clarinette, mais souvent toute seule. Et alors, juste pour faire le petit clin d'œil avec votre expo, on a, alors dans les années 80, il y a une association qui s'appelait le Collectif Vielle en Bretagne, qui a fait un gros travail de collecte sur ce sujet-là. Les sonneurs de Vielle qui étaient encore vivants dans les années 80, ils ont réussi à en retrouver une trentaine, à peu près, ou une quarantaine, et à les enregistrer, et à enregistrer les témoignages. Donc il y a eu vraiment une tradition instrumentale qui a été sauvée en 10 ans, on va dire, à peu près. Parce que personne ne s'était intéressé à ça jusqu'à ce moment-là, sauf quelques cas isolés, notamment un certain René-Yves Creston, que vous devez connaître, qui avait déposé ses fonds aux ATP,
et qui avait enregistré un joueur de vielle dans le pays de Saint-Brieuc qui s'appelle Bernard Grosson à Langueux. Et il se trouve que le collectif vielle dans les années 80 a enregistré son fils. Donc le fils de Bernard Grosson, Jean Grosson, dans les années 80, animait toujours des mariages avec sa vielle, ou en tout cas l'avait fait et a pu être enregistré. Alors je vous fais écouter le père, Bernard Grosson. Donc vous reconnaissez des noms là, je pense. Et donc dans les années 80, alors là il y a eu quelques enregistrements faits auprès de lui, et donc dans les années 80, parmi les 30 ou 40 vielleux enregistrés, il y a le fils, Jean Grosson. Jean Grosson, que voilà, et lui qui a été abondamment enregistré, il y a plusieurs dizaines de morceaux, ou une centaine même je crois, et qui chantait souvent aussi en jouant d'ailleurs. Voilà, et donc là on a un tout petit bout de conversation, mais évidemment ce qui est très riche aussi dans les archives sonores, c'est souvent tout ce qu'il y a autour du morceau lui-même, des bouts de conversation, etc. Alors souvent les collecteurs dans les années 70-80 coupaient le magnéto dès que la chanson était finie parce que la vente coûtait cher, etc. Mais tous n'ont pas fait ça heureusement, et puis dans les collectes un peu plus tardives des années 90, il y a eu beaucoup plus, ça a été enregistré de façon beaucoup plus large, quoi. Donc il y a vraiment des choses précieuses là-dedans. Pour finir, je vous fais juste écouter ce que je vous ai promis tout à l'heure, le petit rouleau de cire, histoire d'œuvre, mais vous avez peut-être déjà entendu ça, non? Je ne sais pas. Je pense que oui. Alors, si je la retrouve, il me semble que je vous l'avais copié. Là voilà. En voilà maison. Donc il y a une centaine de morceaux, mais alors là, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est pas facile. Pardon. Voilà, une voix hors du temps. Donc ça, enregistré en 1900, et donc la voix qu'on entend, c'est quelqu'un qui est né en 1837. Voilà. De vertige. Eh ben, je propose d'arrêter là pour vous laisser le temps de poser des questions, peut-être un petit peu. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir, par rapport à votre expérience, il y a des anecdotes, quelle a été votre plus belle rencontre quand vous avez fait de la collecte? Je ne sais pas si vous... Alors ça, c'est les questions de journalistes. C'est vachement dur. J'ai pas de souvenir de la plus belle rencontre parce que moi je dis souvent que les plus beaux moments dans la collecte, pour moi, c'était souvent les premières rencontres avec les gens en fait. Les premières rencontres avec les gens, alors j'en ai vu quelques centaines, franchement c'est beaucoup de monde. Alors si, il y a des gens dont je ne me rappelle plus, alors il y en a d'autres dont je me rappelle mieux parce que je les ai côtoyés plus de fois, parce que ça se prêtait bien, etc. Mais par contre, ce qui me marquait toujours le plus, c'était la première fois où la personne commence à chanter dans sa cuisine pour moi, quoi. Ça, c'est le moment magique, quelle que soit la chanson.
même si c'était bien chanté, pas bien chanté, une chanson connue, pas connue, mais là, parce qu'il y a toujours le moment sur le pas de la porte, bonjour, je viens de la part d'un tel, il paraît que vous connaissez des chansons, oh non, dans ce que je suis rien du tout, ah oui, mais vous connaissez pas cette chanson-là, ah bah si, mon père chantait ça, comment c'est, ah, bah, il a sa vie, on va rentrer donc quand même, etc. Hein, la liste pour commencer, et puis le temps de sortir le micro, bah, vous allez boire un café, bon voilà. Et puis à un moment donné, ça se pose, et puis allez-y, vous pouvez me la chanter là pour que j'enregistre, pour ne pas l'oublier, tout ça. Et puis là, la personne commence à chanter. Et alors là, c'est ce moment-là que je préférais, mais avec plein de gens, quoi. Avec tout le monde, quoi. Et Voilà. j'imagine que vous avez peut-être déjà fait affaire à des refus. Pardon ? Est-ce que vous avez déjà fait affaire à des refus de personnes qui refusaient de chanter? C'était très très rare, très très rare. Ça a pu arriver parce qu'on tombe toujours sur des personnes qui sont très fermées, ça peut arriver, mais vraiment c'était très rare. Alors, souvent, les débuts, quand un collecteur novice va faire le collectage au début et qu'il n'a pas l'expérience, on est un peu intimidé, on a peur de déranger, on a peur de voir comment on va être reçu. Donc moi, je dirais que les 3-4 premières portes auxquelles je suis allé frapper, j'avais un peu le trac. Et après, ça a disparu très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était toujours très très bien reçus. Et au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, on se rendait compte qu'on faisait plaisir aux gens, en fait. Et que souvent, les gens ne voulaient plus nous laisser partir. Et la difficulté, c'était de repartir, c'était pas d'entrer, en fait. Alors après, oui, pour arriver, pour entrer, il y a un petit peu de savoir-faire. Il y a des gens qui font ça plus naturellement que d'autres. Il y a des gens, j'en ai vu quelquefois, qui voulaient se mettre à faire le collectage et qui n'y arrivaient pas trop parce qu'ils n'étaient pas assez à l'aise, ou ils n'étaient pas naturels, et puis ça ne passait pas bien. Du coup, souvent, quand ça se passe mal, ça vient souvent du collecteur qui transmet son malaise, en fait. Souvent, on pose la question aussi du temps de micro, est-ce que c'est pas gênant pour les gens, est-ce qu'ils n'ont pas peur du micro? Et en fait, c'est souvent, quand les gens ont peur du micro, c'est parce que le collecteur n'est pas à l'aise. Souvent, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors que quand la personne le fait naturellement et qu'elle explique bien aux gens et qu'elle trouve le contact avec les gens, tout passe. Ouais. Okay. Et vous parlez breton? Non, moi je suis du Pays Gallo, donc vous voyez bien Haute-Bretagne, Basse-Bretagne, ça va. Donc moi je suis du Pays Gallo. Et donc à Dastum, il y a un responsable Basse-Bretagne qui s'appelle Christian Rivolin, et moi je suis le responsable Haute-Bretagne. Voilà. Donc moi je m'occupe de toutes les collectes, tous les fonds qui concernent le Pays Gallo, et puis les publications aussi. Et puis après je m'occupe un peu de gérer l'ensemble avec les collègues aussi, parce que je suis au siège à Rennes, alors que le collègue Basse-Bretagne a un petit bureau à Rostrenin, mais il n'est pas là où il y a tous les serveurs et tous les fonds physiques. Quoi. Okay. Une question là-bas, peut-être? Non. Je veux savoir si vous prêtez du matériel pour faire de la collecte en Basse-Bretagne. C'est quoi, pardon? Si vous prêtez du matériel pour faire de la collecte. En fait, alors on n'a pas beaucoup de matériel, alors on peut le prêter ponctuellement, mais après vraiment ponctuellement parce qu'on peut en avoir besoin un peu n'importe quand sans savoir trop longtemps à l'avance. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est ce que je n'ai peut-être pas expliqué assez, mais l'équipe actuelle de Dastum, et depuis toujours, l'équipe de salariés de Dastum, en fait, ne fait pas de collecte et n'a jamais organisé la collecte en réalité. L'équipe de Dastum, c'est vraiment une équipe qui a été constituée pour faire le travail de récupérer les collectes qui ont été faites par des gens entièrement librement. Alors, les gens qui ont fait la collecte pouvaient connaître Dastum, être motivés à faire de la collecte parce qu'ils ont rencontré Dastum, etc. Mais jamais Dastum n'a organisé le travail des collecteurs en disant tiens, toi tu vas aller faire du collectage par là, toi par là, et on va te prêter du matériel et tout ça. Ça s'est jamais pratiqué comme ça en fait. Donc la question du matériel, ça a toujours été les collecteurs qui se produisent, débrouillaient eux-mêmes pour avoir leur matériel. Dastum, bien sûr, assez vite a eu un peu de matériel, mais c'est souvent le matériel peut et a pu être prêté, mais c'est toujours resté assez ponctuel, parce que il y a les questions d'éloignement après, et puis il peut servir à l'improviste aussi. Voilà. Aujourd'hui, il faut avouer quand même qu'il n'y a plus autant de collectage de type collectage de répertoire. Il n'y a plus, à ma connaissance, il n'y a plus vraiment beaucoup de gens, quasiment plus personne, à faire un travail régulier d'enquête sur le terrain pour trouver des répertoires. Maintenant, il y a des collectes sur d'autres sujets, plus sur la langue, sur des témoignages de vie, des choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait, du matériel? Comment dire, pardon. Oui, comment dire, avec des amis, moi je suis de Basse-Bretagne, Ouais. et moi je ne parle pas breton, mais j'ai des amis qui sont bretonnants, et du coup on a déjà plusieurs fois réfléchi à faire ça. D'accord. Et dans quelle région? Je suis Finistère, Pays de la Veine. D'accord. Tu pourras me recontacter à Dastum, je pourrais te mettre en relation. J'ai un collègue qui travaille pour Dastum qui a son bureau à Trémézène. Okay.
Et du coup, il pourra te renseigner, voir si te mettre en lien avec les gens. Lui aussi, il a fait un communication aussi. Il s'appelle Malik Leroux. Ok. Malik Leroux, et le local est dans l'ancienne mairie, je crois. Ouais, j'avais une question par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas en fait cet univers ou pas très bien, qui a envie d'aller chercher en fait dans le catalogue d'Astu Média en fait. Comment vous travaillez l'indexation? J'imagine qu'il y a forcément je sais pas, une norme en fait où parce que là par exemple pour retrouver en fait les champs, si on ne les attache pas forcément à un territoire, en fait, quelles sont les entrées possibles, en fait, comment ça fonctionne? J'ai pas trop voulu consacrer de temps à ça, mais je peux en dire 2 mots. Alors la première chose à dire, pour quelqu'un qui découvre, le plus simple, donc il y a ce moteur de recherche simple qui va aller chercher un petit peu partout, dans les noms des gens, dans les communes, dans les premiers mots du titre du morceau, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est complexe en musique traditionnelle ou en chant traditionnel, c'est qu'il n'y a pas de titre officiel pour les morceaux, contrairement aux titres déclarés à la SACEM, etc., où là, il y a la notion de titre veut dire quelque chose de très précis. Là, dans la musique traditionnelle, un air de Biniou Bombard, ça va être généralement désigné par la danse, mais c'est pas un titre, parce qu'il y a comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des tas de variations du même air dans tous les sens, etc. Donc, comment intituler ça? Quand on est dans la musique instrumentale, c'est vraiment pas précis comme dénomination, donc on va pouvoir faire des recherches par la danse, il va y avoir un chant de danse, je vais vous montrer après, par le titre, quand on est dans la musique instrumentale, quelquefois ça va même être marqué air d'accordéon, parce que la personne qui a fait la notice n'a pas su identifier quelle danse c'était, et il n'y a pas de parole, il n'y a pas de titre, donc objectivement on ne peut pas les inventer. Quand on est dans la chanson, il y a un peu plus de prise quand même, quand on est dans le domaine de la chanson. Il y a quelquefois des titres d'usage. Alors, ce que j'appelle titre d'usage, c'est quand les gens de la région appellent cette chanson-là, tiens, ça c'est la complainte de machin, ou c'est la base de ceci. Mais c'est pas non plus un titre officiel reconnu partout, mais bon, un titre d'usage. Sinon, c'est souvent les premiers mots de la chanson, ou quelques mots caractéristiques, ou des mots du refrain qui sont un peu caractéristiques. Mais encore une fois, il n'y a pas de science de ça, c'est pas une science exacte. Et selon les gens qui ont rempli les notices au cours des 50 ans d'existence de Dastum, alors il y a eu des tas de gens différents à intervenir sur les notices, des bénévoles, des stagiaires, des salariés, des gens qui s'y connaissaient très bien, des gens qui s'y connaissaient moins bien, des gens qui connaissaient mieux le terroir d'à côté mais pas tellement celui-là. Donc la qualité du traitement documentaire n'est pas homogène en fait. Et la richesse du traitement documentaire, il y a certains fonds où tous les champs sont remplis, puis il y a d'autres fonds où certains champs n'ont pas été remplis et où on a décidé de mettre ça en ligne quand même, parce que ça les rendait quand même accessibles, au moins par une porte d'entre eux deux. Après, sur les chansons traditionnelles, sur les chansons, il y a le système des catalogues. Donc ça, sur le système des catalogues, c'est intéressant pour ceux qui veulent approfondir, au moins de savoir que ça existe. Les catalogues, ce sont des outils qui ont été faits par des spécialistes qui, grosso modo, donnent un numéro et un titre commun à toutes les versions d'une même chanson. Donc ça suppose un travail préalable énorme, mais donc c'est des catalogues papier qui définissent des chansons types qui sont organisées par thématique, et qui recense toutes les versions publiées de cette chanson-là. Donc nous, on utilise ces catalogues-là, et dans la base de données, au fur et à mesure qu'on peut le faire, on indexe les titres catalogues sur les versions qui sont ici. Donc par exemple, Mon père a fait faire un étang, 3 beaux canards, Simon Peignant. Dans les catalogues Poirot, La Forte, il y en a un certain nombre de versions. Et ben, ces catalogues-là n'ont jamais eu accès aux archives sonores qui sont dans Dastum Média. Donc ici, vous allez en trouver 200 supplémentaires des versions de cette chanson-là. Il arrive que dans les catalogues, il y ait eu 3 ou 4 versions recensées, alors que dans les archives sonores, rien qu'à Dastum, on en trouve des dizaines de plus. Mais par contre, le travail n'est pas encore fait pour tout, parce que c'est un travail de titan, ou de fourbe, comme on veut. Mais on peut estimer qu'il y a peut-être 30 ou 40% des chansons qui sont indexées à ces catalogues-là. D'accord. Après, il y a des renseignements du type le contexte, quelle danse ça sert à soutenir, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est recherche simple. Et si vous allez dans la recherche avancée, vous avez des formulaires de ce type-là, où vous pouvez faire des recherches croisées. Donc, alors, titre ou mot du titre, alors contient tous les mots, commence par, etc. Auteur, dans le langage de la base de données, auteur, ça veut dire personne physique. Ça peut être aussi bien un collecteur, un interprète. Dans la base de données, il y a aussi des photos, donc ça peut être aussi un photographe, etc. Lieu, donc ça c'est un des champs de recherche les plus fréquents, le lieu où a été fait l'enregistrement, mais ça va aussi aller chercher
si l'info a été inscrite, ça va aussi aller chercher la commune de l'interprète, même si elle est enregistrée ailleurs que chez elle, notamment dans les concours ou dans les choses comme ça. Des mots-clés, des descripteurs, etc. Et puis alors ici, vous avez d'autres types de formulaires de recherche avancés, notamment celui-ci, répertoire, qui va donner un peu plus de possibilités, notamment le champ ici, genre, donc ici par exemple, vous allez pouvoir faire compte les gens précis, vous allez isoler tout ce qui est contre les gens précis par exemple. Voilà. Alors pour information, on vient de lancer une expérimentation, vous avez sur la table là-bas, on vient de sortir 3 petits livrets papier qui s'appellent les guides d'Astrumédia. Et le projet de ces guides d'Astrumédia, c'est d'aider les gens à utiliser la base de données, à la fois en donnant un petit peu de technique, comment utiliser les bases du fonctionnement de la base de données, de donner quelques bases, alors c'est par petites zones géographiques, donc quelques bases sur ce qu'on trouve dans cette zone-là, est-ce qu'on trouve des RD, est-ce qu'on trouve des pieds menus, est-ce qu'on trouve des avant-deux, etc., quel type de répertoire, et puis quelques données générales sur ce qu'on va trouver pour cette zone-là dans nos archives à nous. Donc dans nos archives à nous, sur le pays de Pleurmel, on a à peu près 5000 morceaux qui ont été consignés, etc. Après, on va donner des explications un peu plus techniques, comment faire des requêtes un petit peu plus compliquées sur des sujets plus précis, etc. C'est pour donner des idées aux gens, quoi, hein. Et voilà, donc pour l'instant, il y en a 3 qui ont été faits sur 3 zones géographiques, et si les retours sont bons et que c'est utile et que ça sert bien aux gens, on en fera peut-être aussi des thématiques, et on devra en faire un aussi qui serait général sur tout le fond, quoi. Alors ça s'appelle les guides d'Astrumédia, il y en a eu assez peu d'imprimés, j'en ai appris quelques-uns, mais ils sont accessibles en ligne aussi, vous pouvez télécharger les PDF. Je vais vous montrer comment faire. Vous tapez ici guide d'Astrumédia. Vous avez cette notice, donc c'est la collection des guides d'Astrumédia. Vous déployez le petit volet en bas ici, et vous allez chercher toute la collection. Et la voilà. Et donc, si vous voulez sur le centre total, par exemple, voilà la petite notice, et ici vous pouvez télécharger le PDF. Et donc vous aurez un petit document qui est comme ça, voilà, avec avertissement, avant-propos, et puis vous avez un petit 32 pages. Quoi. Donc les terroirs, ce qu'on y trouve, quel instrument, les types de danse qu'on y trouve, enfin voilà, je vous laisserai découvrir. Et puis des recherches un peu plus techniques, et puis aussi une sorte de visite guidée où on propose une liste de noms pour cette région-là, une liste de noms des collecteurs les plus importants de cette zone-là, et puis une sélection assez large d'interprètes, alors pas exhaustive, mais assez large. On va vous expliquer que sur cette zone-là, par exemple, on a sans doute plusieurs centaines de personnes qui ont été enregistrées, et on va vous donner une cinquantaine de noms, une centaine de noms à aller explorer, comme ça vous donne déjà des idées de recherche. Et puis on va vous dire un petit mot aussi sur les fonds en attente qui ne sont pas encore consultables dans Astrumédia, mais qu'on a déjà chez nous. Voilà, donc ça permet de... Donc n'hésitez pas à aller utiliser ça, et n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire ce que vous en pensez, si c'est pratique ou si c'est incompréhensible. Parce que des fois on ne sait plus. Justement, sur tout ce travail de sélection, nous pour l'exposition, on a pu effectivement en faire un, et on a eu l'aide de Dastum. Je souhaitais un petit peu préciser comment on avait pu travailler avec vous. Et donc, c'est notamment en collaboration avec une archiviste poégraphique qui a pu nous aider à récolter certains chants et certaines musiques afin de pouvoir illustrer son évolution dans le temps. Donc, nous, en nous basant sur les enregistrements de 1939, et donc, vous pouvez la remercier de m'avoir aidé à pouvoir retrouver des chants à différentes époques, aux années 60, 70, 80, et donc pour voir comment justement elle avait évolué, qu'il n'y avait pas forcément de chants figés, qu'à chaque époque et chaque territoire, il y avait une version différente. Donc, merci à elle. Et un lieu de collecte, un lieu d'écoute d'Astrumédia est disponible, est accessible à la bibliothèque de musique de l'Université Jeanne II, le bâtiment du Tambour, le bâtiment haut. Vous pourrez aussi profiter de l'espace d'écoute organisé par l'Imaginie pour l'exposition sonoraise sur la route d'une montagne sonore, avec notamment pas certains, mais la
grande totalité, enfin, quasiment la totalité des disques produits par l'Astuce. Voilà. Ça c'est bien. Donc vous nous avez parlé des contes de tradition orale en Bretagne, et notamment des contes merveilleux. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les types de contes ou rapidement vous raconter un conte? J'ai pas entendu la fin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu rapidement les typologies de contes ou nous raconter très rapidement un conte? Moi, vous raconter un conte, non, ce serait. je l'ai fait pour les enfants, mais c'est déjà très long. Et puis... mais par contre, alors, même chose que pour les chansons, il existe des catalogues sur le conte qui peuvent. Vous connaissez? Tu connais? Le catalogue de la rue Ténès. Alors, en fait, c'est même chose que pour la chanson. Le conte, c'est un domaine gigantesque et encore plus complexe que la chanson parce que ça franchit les frontières linguistiques. La chanson, une grosse masse du répertoire chanté, franchit assez peu les frontières linguistiques. Donc, on a les chansons francophones, on a les chansons en langue bretonne. Une petite partie existe dans les deux langues et a été traduite, mais grosso modo, ça se limite à des aires linguistiques comme ça, dans la plupart des cas. Le conte, c'est différent. Le conte, alors, les chansons de tradition orale qu'on peut connaître aujourd'hui, souvent elles sont nées une grande partie entre le 15e et le 18e siècle. Quelquefois, elles sont plus anciennes que ça, elles peuvent remonter au Moyen-Âge. Et voilà. Le conte, c'est beaucoup plus vaste que ça. On trouve des contes, des versions des mêmes contes dans une grande partie du monde, en fait, au moins toute l'Eurasie. Et on retrouve des traces de ces contes-là, quelquefois 1000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Dans certains textes, on retrouve des traces qui permettent d'identifier que c'est la même histoire que celle qu'on a recueillie auprès de Monsieur Machin la semaine dernière, etc. Donc, avec des formes, alors là, pareil, c'est encore plus complexe à étudier que la chanson, parce que les formes évoluent encore plus, les bouts d'histoire se mélangent entre eux, etc. Donc, il y a des contes types qu'on arrive quand même à identifier, et quelquefois, ça se mélange d'une façon très compliquée. Tout ça pour dire que, du coup, ces gens-là, c'est Arne et Thompson, le catalogue Arne et Thompson, c'est la base du catalogue international. Il a été décliné pour la France par Paul Delarue, et donc ça a donné le catalogue Delarue-Ténès, puisqu'il a été aidé après par Marie-Louise Ténès. Et donc ça, c'est des outils de base pour étudier le conte, et ça permet il a fait une classification des différentes grandes catégories de contes, donc ce qu'on appelle les grands contes merveilleux qui mettent en scène des fées, des êtres surnaturels, avec les trois épreuves magiques, le héros, etc. Donc des contes très longs là. Après, il y a une grande catégorie qui va appeler par exemple les contes d'animaux. Donc les contes d'animaux, comme je disais tout à l'heure, le coq, la poule et la petite poulette, une version des trois petits cochons, là, c'est des animaux, les personnages centraux. Après, il y a ce qu'ils appellent les contes facétieux, donc les contes plus comiques, etc. Les contes, alors après j'ai pas toute la terminologie encore, mais après il y a plein de sous-catégories dans chacune de ces catégories. Il y a les contes religieux qui mettent en scène Saint-Pierre et le bon Dieu qui descendent sur terre et il arrive des choses, comme ça. Donc il y a toute une classification de ça. Et alors, après les catalogues ils sont peut-être difficiles à se procurer, mais on peut retrouver la classification sur Wikipédia par exemple, et puis sur d'autres sites en cherchant sur ce sujet-là. Il y a toute on retrouve assez facilement maintenant au moins les intitulés des catégories, quoi. Après, avoir accès au contenu du catalogue, mais il doit y avoir ça dans les bibliothèques ici, sûrement. Donc, de la rue Ténès. Ok, merci. Voilà. Et puis sinon, sur Nasmedia, il y a plein de contes à écouter. Je me demandais simplement si vous procédiez à des restaurations des fonds musicaux que vous avez, qui vous arrivent parfois peut-être en mauvais état. Est-ce que vous essayez d'en améliorer la qualité avant la mise en ligne, ou alors est-ce qu'on a vraiment les enregistrements bruts numérisés? Alors c'est vraiment les enregistrements bruts. On fait la meilleure acquisition numérique possible, mais par contre on s'interdit, disons qu'on ne retraite pas le son du tout pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas le temps. Parce que les masses sont énormes et il y en a encore beaucoup qui attendent, et la restauration ça prend beaucoup de temps et de moyens. Et puis aussi parce que c'est quelque part enlever de l'information de retraiter le son, quoi. Donc nous, notre politique, c'est ce qui est préconisé dans les grands centres d'archives publiques, c'est de numériser tel quel sans rien changer. Quelquefois, le fait qu'il y ait un défaut dans le son, ça permet quelquefois d'identifier que ça a dû être fait sur le même appareil que l'autre, et donc ça doit venir d'un tel, enfin c'est dans l'absolu, mais voilà.
Après, l'idée est que quand on a besoin de restaurer du son pour une publication, pour un CD, on peut toujours le faire, mais c'est pour les publications qu'on le fait. Donc quand il y a une publication, un CD, quelque chose comme ça, là oui, on le fait, en essayant de trouver un juste milieu. Par exemple, dans un des derniers CD qu'on a fait sur le pays montagne, il y avait un enregistrement fait sur rouleau de cire. Donc sur rouleau de cire, vous savez, il y a ce fameux craquement qui est caractéristique, quoi, hein, puis le petit filet de voix. Et là, c'est sur des fréquences tellement différentes que l'ingénieur du son était capable de les séparer totalement et il pouvait faire disparaître à peu près complètement le craquement du rouleau de cire. Et il ne restait plus que le petit filet de voix. À tel point qu'on lui a dit, bah non, laissez-en un peu. Pour la publication, on a jugé que c'était pas ce qu'il y avait de mieux d'enlever complètement le bruit de fond et de garder que le petit filet de voix parce que ça faisait pratiquement bizarre et ça fait partie du document, le petit grésillement, le petit craquement. Alors on en a enlevé une partie, ça rend le document plus agréable à écouter, ça l'améliore entre guillemets, mais ça lui garde un certain cachet aussi, quoi. Donc voilà, il y a ce genre de choix à faire, de pas aller savoir jusqu'où aller. En tous les cas, on ne le fait pas du tout pour l'archive brute qui est ça. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est mis à disposition là, c'est vraiment de l'archive brute. Alors, maintenant, dans le monde d'Internet, on est habitué à avoir des choses bien triées, bien sélectionnées, etc. Donc là, on n'est pas dans l'édition, on est vraiment dans la mise à disposition des archives brutes, quoi. Même si on essaye de les rendre le plus présentable possible, vous allez tomber sur de tout. Quelquefois, ça peut être très mal chanté. Vous allez tomber sur des joueurs de violon où ça grince, c'est pas bien accordé parce qu'ils n'ont pas joué depuis 30 ans ou depuis 40 ans, mais le document est intéressant. Donc tout ça n'est pas trié du tout. C'est plutôt comme si vous alliez aux archives départementales et que vous aviez affaire à un océan de documents. Alors j'ai deux petites choses à vous montrer peut-être, sauf si vous avez des questions. Deux petites choses auxquelles je pense qui sont importantes à connaître. D'une part, si vous voulez vous inscrire, vous suivez le lien ici, vous allez voir un petit formulaire et vous recevrez les codes chez vous. Si vous n'avez pas encore de code, vous pouvez faire des recherches, simplement vous aurez les notices sans le son. Mais une fois que vous aurez reçu vos codes par email, vous identifiez en haut à droite et puis vous aurez accès au son. Vous aurez la même chose mais avec le son. Et puis l'autre chose que je voulais vous signaler, c'est ça. Le petit onglet actualité, là, ça peut être une porte d'entrée intéressante aussi pour vous. C'est-à-dire que là, on met régulièrement des articles qui parlent des derniers fonds qu'on vient de mettre en ligne. Donc du coup, c'est un peu une consultation aléatoire, mais ça vous permet d'avoir plein d'infos sur tel ou tel sujet, des fonds qu'on vient de mettre en ligne. Donc à chaque fois, vous allez avoir un petit article avec une présentation générale du fonds, qu'est-ce qu'on va y trouver, une petite sélection où on va vous mettre des exemples directs, parce que là on est sur un fonds où il y a 700 ou 800 items par exemple, ou 800 morceaux. Donc là on vous fait une petite sélection déjà préparée de quelques morceaux, comme ça vous avez déjà une petite idée, donc on vous les a choisis un petit peu. Tiens un coup, le conte de Cornacu. Et puis comment accéder à ce lot, donc là il y a une petite partie pédagogique pour vous expliquer comment faire quelle requête pour accéder à ce lot-là qui est écrit. Donc ça je pense que c'est intéressant pour vous d'aller fouiller là-dedans, il y a des choses intéressantes. Et puis il y a un petit onglet aussi découverte ici, il y a des petits dossiers dans le même ordre d'idée, quoi. Voilà. Et puis, juste autre chose, est-ce que vous êtes allé voir, peut-être vous avez fait un lien dans l'exposition sur la sélection d'Astumedia. Oui. Ça, c'est le site général de Dastum, dastum.bzh. On n'est plus sur Dastumedia, mais sur dastum.bzh. Et ici, vous avez un onglet Dastumedia qui explique un peu ce que c'est. Donc là, ça retourne dans la base de données. Et ici, vous avez une petite sélection. Et c'est une sélection d'une trentaine, d'une quarantaine de documents pris dans les archives sonores et qui sont commentés. Donc, si vous allez sur le bouton ici, vous allez voir des petits articles en fait. Donc, c'est une petite sélection représentative de toute la Bretagne. Et à chaque fois, vous avez une petite photo, un petit commentaire et puis un petit morceau. Donc ça, c'est une chanteuse extraordinaire, Madame Bertrand. Voilà, donc ça peut être sympa à les consulter aussi. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. Chaleureusement.
Merci.